sujet, après l'orientation, c'est les lycées professionnels. Il faut qu'ils soient confiés aux régions. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces lycées professionnels soient sous la forme de l'alternance. Déjà, un. Deuxièmement, il faut faire en sorte que ces lycées professionnels ne soient pas un jeu à somme nulle. Aujourd'hui, quand j'ai la chance d'avoir le deuxième EPR à Panly, 10 000 emplois sur 10 ans, bien entendu un énorme effort de qualification et de compétences. Quand j'ouvre une formation et que l'éducation nationale me dit « Ah ben oui, d'accord, vous avez besoin, dans le cadre de ce projet-là, d'ouvrir telle formation. » Ok, on comprend très bien. Mais il faut que vous en fermiez une autre. Parce que c'est un jeu à somme nulle au sein de l'académie. Ben non. Non, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est un jeu dans lequel on doit être en capacité de pouvoir en faire une priorité et de pouvoir financer des formations dans le cadre du dialogue, notamment qu'on peut avoir, nous, régions, avec l'économie. Troisième sujet, les demandeurs d'emploi. Pôle emploi, ça doit être divisé en deux. L'assurance chômage confiée aux partenaires sociaux. Pôle emploi, moi, je veux pouvoir dialoguer avec les chômeurs. C'est moi qui paie les formations et j'en ai marre d'être obligé de demander l'autorisation à la directrice régionale de Pôle emploi de pouvoir dialoguer avec tel ou tel chômeur quand je décide d'ouvrir une formation de tuyauterie à Cherbourg parce que les entreprises me disent qu'ils ont besoin de 20 tuyauteurs. Et donc, il faut qu'on ait l'autorité sur les gens de Pôle emploi. Et dernier sujet, pardon de le dire, mais moi, ça fait des années que je le dis, j'ai pas attendu la campagne présidentielle et Valérie non plus, c'est que on a le régime d'assurance chômage le plus favorable et le plus généreux d'Europe. Quand on est dans une situation de quasi plein emploi dans une partie de la France, eh bien, il faut faire en sorte qu'on essaie de réintroduire un peu la culture travail. Il y a des femmes et des hommes qui sont très loin de l'emploi et là où c'est compliqué, en effet, mais il y a trop de jeux liés à des systèmes qu'on connaît tous, de l'alternance ou de l'alternative. Je bosse quelques mois, je reprends un peu de vacances parce que Pôle emploi ou la CEDIC est là, et puis je retourne bosser. Il faut réduire les indemnités chômage à partir du 6e mois et mettre en place des conditions qui empêchent le rechargement trop facile des droits aux allocations chômage. Je termine par un dernier point et j'ai fini. Il faudrait bien entendu dans tout ça ne pas oublier l'énergie. Je rappelle que depuis 10 ans, nous n'avons pas construit une filière nucléaire, qu'un des plus grands scandales de la République, c'est la fermeture de Fessenheim, posture politicienne de deux chefs d'État qui, parce que, passant des accords avec Europe Écologie Les Verts, ferment une centrale nucléaire représentant 3% de l'énergie française, au même moment où les Allemands, à 100 km, ouvrent une usine de lignite pour produire de l'électricité qu'aujourd'hui nous achetons, qui font que d'ailleurs on affaiblit notre bilan carbone, et dans laquelle on a consacré 750 millions d'euros, la République française a consacré 750 millions d'euros pour la moderniser et lui permettre d'être prolongée pendant 10 ans. Eh bien, aujourd'hui, quand vous discutez avec France Industrie et tous les acteurs de la filière nucléaire française, ils vous disent le plan tel qu'il a été fait du temps de Pompidou et Giscard, nous ne sommes pas capables de le faire tellement on a affaibli la filière nucléaire française. Ce serait un bon moyen de conforter, solidifier, d'avoir des potentialités à l'exportation considérables parce que beaucoup de pays veulent aller vers le nucléaire. Eh bien, pendant 10 ans, on a eu un immense échec de deux majorités successives sur la question énergétique. Le marché de l'énergie tel qu'il est construit, il est débile. Le prix de l'énergie tel qu'il est construit, il est débile. Et troisièmement, il faut faire en sorte que nous ayons un modèle où on rétablisse la rente nucléaire, c'est-à-dire une compétitivité au moins sur un sujet qui est la question énergétique. On ne doit pas se faire embarquer par les Allemands sur leurs choix énergétiques qui sont une catastrophe pour l'économie en général. J'ai terminé pour vous dire qu'à mon sens, on doit bâtir un nouveau modèle dans lequel la France se dit il y a les éléments de souveraineté totale sur toute une série de sujets, il y a les éléments ou les secteurs de souveraineté partagée, et enfin, il y a les secteurs dans lesquels la multitude de l'offre et l'abondance des propositions économiques à travers le monde fait qu'on peut faire des impasses. C'est ainsi qu'on devrait bâtir le modèle suivant, en ayant bien entendu en tête qu'on ne doit plus accepter les éléments qui nuisent à la compétitivité et à la capacité d'affronter la concurrence européenne, la surtransposition, la complexité et le fait que la France se mette au diapason des autres sur tous ces sujets. Je vous remercie.
Merci, M. Morin. Je vous invite à nous rejoindre. Un bon papier. Voilà. Merci beaucoup. Natacha, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, merci beaucoup Hervé Morin, c'était assez riche, c'était assez complet. On peut peut-être commencer par cette question de l'énergie qui a été votre conclusion, parce qu'en fait, on s'aperçoit à quel point c'est le cœur du problème aujourd'hui, et surtout, ça démontre à quel point une politique se conçoit sur le long terme. Sauf que si on vous écoute, en effet, vous nous dites, il ne faut pas laisser l'Allemagne choisir pour nous sur ce sujet-là, bien sûr. On a vu le bras de fer sur la taxonomie à Bruxelles. On a vu à quel point, justement, la France est affaiblie et parfois solitaire dans les négociations. Pourriez-vous préciser un tout petit peu comment vous voyez la place de la France en Europe, parce que c'est majeur dans l'ensemble des sujets que vous venez de développer? La question de la place de la France en Europe, elle est directement liée à sa situation intérieure. Votre politique étrangère et votre capacité d'influence, elle est liée à ce que vous êtes vous-même. Bon. Oui. Je termine là-dessus. Oui, allez-y, allez-y. Et je dis, je me félicite en tant qu'ancien ministre de la Défense de voir l'Allemagne dire je vais investir dans la défense. Jusqu'alors, l'Allemagne considérait qu'elle était sur le soft power. Elle vient de décider, si c'est confirmé, d'aller sur le hard power. Et donc, en clair, on peut se féliciter que l'Allemagne décide de rentrer dans le sujet, mais ça veut dire qu'elle va, aujourd'hui, encore un peu plus affirmer la prééminence de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Notamment sur les industries de défense, il y a un enjeu sur l'avion. Mais clairement, moi, je ne peux pas accepter l'idée que lorsqu'on a fait un choix qui est celui du nucléaire, qui nous donnait cette rente en matière du coût de l'énergie, qui nous donnait la capacité de bâtir une filière industrielle avec des retombées nationales considérables, je ne peux pas considérer qu'on dise aux Allemands, ben, on va rester comme ça. Le marché européen de l'énergie, c'est pas un marché européen où c'est le prix du gaz qui fixe le prix du dernier kilowattheure. Pourquoi? Parce que quand vous discutez avec les grands patrons des grands fonds d'investissement, ils vous disent, mais comment on peut réfléchir à des investissements privés sur 50 ou 60 ans qui seraient liés au prix du dernier kilowatt de gaz quand il s'agit d'investissements aussi lourds avec des incertitudes aussi majeures? Et donc, il faut la place des pouvoirs publics. Je discute avec le patron d'Amundi, grand fonds d'investissement. Il me dit, pour moi, on est dans des domaines où le régalien doit être là. Et là, il faut que la France dise, eh bien, moi, je vais faire du nucléaire. On peut se réjouir de tout ça, dans la mesure où les décisions que vous condamnez là n'ont pas été prises seulement pendant les deux derniers quinquennats. Oui, mais encore une fois, c'est sur 30 ans que ça s'est joué, tout parti confondu. Mais je lis dans le programme de Valérie Pécresse qu'elle est pour, par exemple, une taxe aux frontières de l'Union européenne et pas mal d'autres choses qui se jouent entièrement aux frontières de l'Union. C'est-à-dire que quand on regarde bien, par exemple, l'idée d'une taxe sur les produits de base non transformés, en gros, on pourrait se dire, donc une société française qui importe de l'acier paye une taxe pour ensuite fabriquer en France, alors qu'une société qui importe directement le produit transformé ne payerait pas. Donc comment on négocie tout ça avec l'Europe? Moi, je faisais partie de la famille libérale. Mon expérience de président de région m'a amené à considérer que le principe de l'économie de marché, du marché pur et parfait, c'est pas le seul modèle qui doit exister. Et donc ça nécessite de pouvoir revoir et rediscuter les traités sur lesquels on a des accords de libre-échange. C'est se dire que ce qui a été bâti à partir d'une pensée unique doit être l'alpha et l'oméga des 20 prochaines années me semble une folie. Je racontais ça à un chef d'entreprise tout à l'heure. J'ai créé l'équivalent d'un CIRI régional, c'est-à-dire que ça s'appelle ARM, Anticipation Redressement. Une entreprise est en difficulté, elle appelle la région, on fait faire un audit. Si l'audit dit l'entreprise doit fermer, elle n'a aucune chance, on n'intervient pas. Si l'entreprise a des chances de sauver, on met tout le monde autour de la table, la région intervient, on a créé toute une série d'outils. Eh bien, Madame Paulody, nous avons sauvé, et je peux vous faire témoigner les chefs d'entreprise de Normandie, 495 entreprises représentant 17 000 emplois avec un taux de survie de 85% à 3 ans. Eh bien, c'est pas simplement
les lois de Schumpeter qui déterminent l'économie. Je m'en réjouis. 2 questions rapides avant qu'on passe à la question du chef d'entreprise. Il y a autour de nous, ici, des produits Origine France garantie, des produits qui sont donc fabriqués en France. L'équivalent, on le trouve en grande distribution, fabriqué ailleurs, très loin, dans des pays qui ne respectent aucune norme environnementale et sociale. Ça veut dire que nous avons un problème en France, c'est que nous avons 4 grandes centrales d'achat qui déterminent l'achat et qui ont un poids sur notre économie absolument énorme. Comment on gère ça? Et deuxième question rapide, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé dans votre allocution, c'est la question des infrastructures. Vous l'avez légèrement évoqué, mais en gros, vous êtes une région, la Normandie, industrialisée. Comment fait-on dans des régions qui ne sont pas encore industrialisées, qui sont coupées de tout? Quand vous savez le temps de trajet qu'il faut pour faire, par exemple, Aurillac-Paris, Paris-Aurillac, c'est absolument monstrueux. Donc là aussi, que prévoit Valérie Pécresse pour répondre à cela? Moi, je réponds à la deuxième question. C'est facile. C'est comme Georges Marchais. Je réponds question. Moi, je crois que c'est la fin de la métropolisation. Je suis intimement convaincu que nous vivons la queue de comète de la métropolisation. Aujourd'hui, nos compatriotes intègrent dans leur choix de vie la qualité de vie, le bien-être, et la digitalisation de l'économie fait que là où vous étiez obligé de venir en ville pour avoir tous les services, les écoles, la santé, la totalité, ce qui fait que vous pouvez vivre en humanité, eh bien tout ça maintenant peut être fait ailleurs. Et donc la question clé, c'est comment on met en place ces territoires pour qu'ils puissent réussir. Et vous avez oublié un sujet majeur, et que je cite devant les chefs d'entreprise parce que c'est un sujet qui va devenir stratégique. C'est qu'il y a une loi qui a décidé, voté l'année dernière, le zéro artificialisation nette. Le zéro artificialisation nette, ça veut dire que dans 20 ans, vous ne pourrez plus construire une entreprise là où aujourd'hui il y a un champ. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sujet-là, il va être stratégique pour pouvoir implanter et développer une activité. Et que là, on s'est mis un sujet qui va être compliqué. Quand on est dans la vallée de la Seine, il n'y a quasiment plus aucun terrain constructible. Et quand moi, pendant le même temps, je vais de Caen à Rouen et que je prends tous ces plateaux et je me dis je vais essayer d'y mettre des zones d'activité pour des développements nouvelles, je trouve à peine 40 hectares. Mais le problème, c'est peut-être parce qu'on artificialise de façon massive. Oui, en gros, l'équivalent du département de l'Hérault en 15 ans pour des entrepôts logistiques. Oui, mais, et pour la grande distribution. D'accord, mais... D'où ma question précédente. Non, Polony. Les entreprises logistiques, il faut pas les condamner parce que quand on a un grand port maritime, on est bien content d'avoir des entreprises logistiques qui représentent des dizaines de milliers d'emplois. Donc, c'est pas aussi simple que ça. C'est simplement une gestion raisonnée de l'espace et non pas des règles qui vont nous amener à nous créer des handicaps et des boulets aux pieds. Je pense vraiment cela. Quant à la première question, il y a clairement, là aussi, ça revient à la même que celle d'avant, il y a la nécessité de dire que les règles de l'Organisation mondiale du commerce ne s'appliquent pas sans qu'il y ait des conditions sociales ou environnementales. C'est tout. Je veux dire, ça peut se faire. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Hervé Morin, on a demandé à certains chefs d'entreprise de partager avec les candidats une problématique qu'ils rencontrent au quotidien et d'interpeller les candidats pour connaître peut-être la solution. Je vous propose de découvrir un témoignage. J'ai déjà répondu à la question, donc il n'y a plus de témoignage. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo? On me dit oui. Mesdames les candidates et messieurs les candidats à l'élection présidentielle, je suis Pascal Marchal, co-actionnaire co-gérant de Savonnerie de l'Atlantique. Nous sommes basés à Nantes. Nantes, c'est plus de 200 ans de savoir-faire dans l'industrie de la savonnerie en France. Nous avons repris notre société en dépôt de bilan en 2006, un site de production. Nous sommes repartis à 22. Aujourd'hui, nous sommes 50 personnes, dont 30 en production. Nous faisons plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons toujours une croissance à peu près supérieure à 10% par an. Nous sommes Origine France garantie depuis 2012. Notre spécificité, c'est d'avoir 2 métiers. Le premier, c'est de transformer les huiles en savon par la réaction de saponification.
Le deuxième métier, c'est de façonner, de conditionner des produits d'hygiène de première nécessité, à savoir les savons. Alors nous souhaitons ici vous poser la question du recrutement et du recrutement sur les lignes de production, de l'agent de conditionnement au conducteur d'opérations chimiques unitaires, en passant par l'automaticien de ligne, le chaudronnier, le mécanicien régleur. Ça va même au-delà de ça, puisque aujourd'hui, lorsqu'on commande des intérimaires, comme ce matin, on devait en avoir 6, et seuls 3 se sont présentés au poste de travail. Alors certains diront que les PME, les TPE n'ont pas les mêmes atouts en termes de salaire en particulier. C'est pas forcément le cas chez nous. On fait partie de la convention de la chimie. Les gens sont payés sur 13 mois. Ils ont la possibilité d'acquérir 15% d'ancienneté au bout de 15 ans. Et puis nous avons un accord d'intéressement depuis 2008-2009 qui permet d'acquérir jusqu'à 14,5 mois de salaire par an. Alors notre question est simple. Comment peut-on faire ensemble pour essayer de convaincre que le travail sur les lignes de production d'entreprise, ce n'est pas forcément un mauvais travail? Merci. Que c'est pas un mauvais travail. Je pense déjà avoir apporté des éléments de réponse. Moi, ce qui me chagrine beaucoup, je prends ma région, pardon, parce que c'est mon référentiel. Quand je suis dans l'ouest de la Normandie, le taux de chômage est entre 4 et 5%. Ok, que ça soit compliqué, c'est une certitude. Le seul problème, c'est qu'on a des entreprises, par exemple la carrosserie industrielle, où les chefs d'entreprise recherchent des centaines de salariés. Mon problème, c'est que je ne suis pas capable aujourd'hui de trouver les clés, les voies et moyens. Et moi, ça m'intéresse si vous trouvez des moyens. Mais à chaque fois que je pose la question, personne ne me donne de solution pour que les jeunes issus des agglomérations du Havre ou de Rouen, où il y a encore des taux de chômage élevés, fassent simplement 100 km pour aller dans la Manche. Ça, c'est une vraie question, la mobilité culturelle. Parce que c'est culturel d'abord. Là où ça me dérange plus, c'est quand le taux de chômage reste encore assez élevé et qu'en dépit des difficultés sociales, les entreprises ont les mêmes difficultés, tous secteurs confondus, de trouver. Et là, je dis qu'il faut d'abord dire aux Français que travailler, ça fait partie de la vie. D'où les propositions de Valérie sur le régime d'indemnisation du chômage. Parce qu'en fait, on les a durcis pour les cadres, mais on ne les a pas durcis pour l'ensemble du spectre de l'emploi. Deuxième élément, bien entendu, c'est ce que j'ai dit sur l'orientation. Troisième, c'est redonner place et vertu aux formations professionnelles. Je l'ai évoqué. J'en profite pour dire que quand on cite les chiffres de l'apprentissage, qui ont beaucoup augmenté, et je me réjouis, ils ont augmenté essentiellement dans l'enseignement supérieur. Très peu sur les qualifications infrabac. Pas raconter d'histoire là-dessus, parce que le gouvernement raconte des histoires là-dessus. Et troisième élément, il y a bien entendu la question de la gestion des demandeurs d'emploi. Et il y a un dernier sujet clé, c'est que sur un certain nombre de métiers, je prends toujours l'exemple de la carrosserie industrielle, ils sont confrontés à une concurrence très lourde des pays d'Europe centrale, et les patrons me disent, moi Hervé, je peux pas augmenter les salaires, je fais tous les efforts que je vais, mais je fais un point et demi de marge nette, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour augmenter les salaires? Bon, et là, la proposition de Valérie Pécresse a tout son sens, de faire en sorte qu'on augmente les salaires nets jusqu'à 2 SMIC, de 10% par une baisse des cotisations retraite, par une baisse des impôts de production, dans le cadre d'un dialogue avec l'ensemble de l'entreprise. Parce qu'il y a quand même, au bout du compte aussi, de faire en sorte qu'il y ait un plus gros écart entre les revenus de l'assistance ou de solidarité et les revenus du travail. Il y a un point que vous n'avez pas soulevé. Je voudrais aller récupérer mon fils. Il nous reste 2 minutes parce qu'on avait un peu d'avance, donc je vais juste faire ma question. Vous n'avez pas soulevé le point de l'attractivité de l'emploi industriel, parce que là, cette entreprise l'explique, les conditions de travail sont plutôt bonnes, le salaire aussi. Comment on donne envie? J'ai entendu Valérie Pécresse quand on parlait justement de la réforme du bac en disant on avait supprimé la filière S, la filière des bons élèves. Ça veut dire que quand on va travailler dans l'industrie, on est un mauvais élève? Est-ce que c'est le bon message qu'on envoie? J'ai été un mauvais élève jusqu'au bac, donc je considère qu'on peut être un mauvais élève, n'est pas définitivement un mauvais élève déjà. Et deuxièmement, le fils de maçon que je suis m'amène à penser que ce sont des magnifiques métiers. Donc, mais comment on redonne donc je suis pas sur ce discours-là, et elle non plus. Ce que je dis, c'est que d'abord, la question, c'est celle des familles, des représentations des familles. Parce que les familles, elles vont pas dans une boîte de métallurgie. Elles vont pas chez un chaudronnier. Elles savent pas ce que c'est que le métier de tourneur-fraiseur. Parce que la représentation des familles, c'est celle de considérer que nos mômes, ils doivent aller dans les services.
Et donc, on a besoin de bâtir un modèle dans lequel les entreprises, je sais que c'est compliqué, accueillir les conditions de sécurité, etc., mais il faut que les jeunes et les familles aillent découvrir ce que représente aujourd'hui une entreprise de métallurgie où on est plus dans le digital que dans la ferraille et la graisse. Voilà, pour faire simple. Mais je crois que la clé, elle est là, et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de transparence. Je l'ai fait à travers la création de l'agence de l'orientation. Aujourd'hui, toutes les branches ont indiqué quels étaient les niveaux de salaire et que les parents puissent découvrir qu'au bout du compte, on gagne très bien, on peut très bien gagner sa vie dans tous ces métiers-là et peut-être demain créer sa boîte et être encore dans une autre histoire. Mais ça impose de recréer le lien entre le monde économique, le monde de l'éducation, avec un acteur qui doit être la région, qui est l'interlocuteur de tous les jours, dans le cadre de mon Mittelstand à la française. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre.